Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Les camarades de la première heure, vous les connaissez, c'est les camarades du mardi. Jules Torres, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Journaliste politique au Journal du Dimanche. Bonsoir Gilles-William Goldnadel. Bonsoir. Avocat chroniqueur. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir Pierre. Camarade reporter, directeur de la rédaction d'Omerta. Trump et Poutine se sont parlé. Est-ce que le contenu de la conversation, ou j'allais dire la restitution, c'est-à-dire grosso modo, comme je l'ai très très schématiquement rappelé dans le rappel de titre à l'instant, cessez-le-feu de 30 jours, alors uniquement sur l'énergie et les infrastructures, contre l'arrêt de l'aide occidentale à l'Union, à l'Ukraine. Est-ce que ce contenu-là vous surprend ? Mais écoutez, on a quand même l'impression qu'on progresse un tout petit peu, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron avait le premier suggéré, après le sommet de Londres, qu'il y ait un cessez-le-feu qui concerne l'aérien et le naval, et qui ne concerne pas le front, mais enfin il avait émis cette hypothèse qui avait été reprise par Volodymyr Zelensky lui-même. On sait que depuis les pourparlers de Riyad entre Américains et Ukrainiens, les Ukrainiens sont tombés d'accord sur le fait de geler le front, en fait, de geler les activités sur le front, et que on attendait la réponse des Russes. Poutine a mis du temps à répondre. On savait que ça allait être long. Avec une mise en scène, il s'était mis en treillis, il était allé à la course, il avait vu les généraux, regardé les lignes de front. Oui, mais vous savez, la diplomatie russe, c'est une horloge, tout est minuté, tout est précis. Et justement, au moment où Poutine dit, par rapport à la proposition de Trump, dit oui, mais il le fait à côté d'Alexander Loukachenko, qui est le président de la Biélorussie. La Biélorussie, c'est Minsk. Minsk, c'est les accords de Minsk. Et si vous voulez, quand Poutine détaille ce qui pourrait se passer, et d'ailleurs le problème de la non-acceptation, on va dire, des 30 jours, parce qu'en fait, 30 jours de cessez-le-feu sur les infrastructures électriques ukrainiennes, ça représente quand même beaucoup de problèmes pour les Ukrainiens en moins. Mais ça ne signifie pas un gel du front à un moment où les Ukrainiens sont dans une situation critique et où les Russes progressent. Si vous voulez. Et là, on parle de la zone de Koursk. Alors, la zone de Koursk, elle a été reprise pratiquement par les Russes le week-end dernier. Il y a eu une sorte d'effondrement des Ukrainiens dans cette zone. C'était une des cartes majeures qu'avait Zelensky dans l'hypothétique échange de territoire qu'il aurait pu faire avec Poutine. Il ne l'a plus. Si vous voulez, le problème, c'est que cette proposition de cessez-le-feu intervient à un mauvais moment pour Poutine, au moment où ses armées précisément avancent. Mais Poutine, ayant vu, on va dire, la comète Trump arriver, parce que je vais vous dire ce qui s'est passé quand on voit en quelques semaines les Américains votant avec les Russes la même résolution pour le règlement de la guerre en Ukraine à l'ONU, les Américains votant avec les Russes. J'ai compris. Oui, mais c'est quelque chose, je vous dis, c'est comme une comète qui arrive une fois tous les siècles. C'est-à-dire que les Russes ne peuvent pas aujourd'hui, à mon sens, griller cette carte américaine. C'est même les Américains qui avaient, dès 2014, initié les gels des avoirs des oligarques russes. Oui, tout à fait. Donc là, c'est eux qui ont commencé, c'est pas l'Europe. Bien sûr, c'est eux qui ont commencé. Et Trump, d'ailleurs, était le premier à avoir armé l'Ukraine en missiles Javelin. Il l'a rappelé à Zelensky. Il dit c'était avant Biden. Mais si vous voulez, aujourd'hui, on est dans une situation où les deux se parlent, où les choses visiblement avancent, parce que Poutine a cédé un tout petit peu. Il n'a pas cédé sur le front. Il n'a pas cédé sur le front parce que, je vous dis, il ne veut pas d'un Minsk 3. Il ne veut pas d'un gel du front qui permettrait à l'Ukraine de se réarmer et qui ensuite, la guerre pourrait recommencer. Donc là, on avance peu à peu. On ne connaît pas exactement la totalité de ce qui a pu se dire entre Trump et Poutine, mais il est clair que là, on fait un petit pas, on va dire, vers une résolution du conflit. Alors évidemment, ça va pas se faire en 24 heures comme Trump l'avait promis pendant sa campagne électorale, mais il faut le rappeler que pendant sa campagne électorale, la situation était beaucoup plus critique pour les Russes. Elle était beaucoup moins avantageuse. Aujourd'hui, elle est plus avantageuse pour les Russes, donc ça va être plus long, et donc ils vont être plus gourmands. Et ça, est-ce que Trump est prêt pour s'allier la Russie, parce que son objectif final, c'est de détacher la Russie de la Chine, parce que c'est la Chine qui l'intéresse, est-ce qu'il va y parvenir? Est-ce que pour ça, il va continuer à faire des cadeaux à Poutine? On verra. Jules Torres.
Moi, j'ai deux questions. J'en ai une sérieuse et une moins sérieuse. Je peux commencer par la sérieuse. Les 175 prisonniers de guerre échangés, qu'est-ce que ça va réellement changer et est-ce que ça a un poids dans les négociations qui vont venir notamment au Moyen-Orient? Pour moi, pas du tout. 175 prisonniers, c'est, je dirais, le classique de cette guerre où il y a toujours eu des échanges de prisonniers. C'est la ligne en plus sur le communiqué. Tout à fait. Et on n'est pas du tout dans les scénarios à l'israélienne avec un otage, un soldat ou un Israélien échangé contre parfois 1000 Palestiniens. Là, c'est toujours été 50-50. Ça a toujours été le même. Voilà, ça fait partie des choses qui montrent que bon, on est dans une guerre classique, quoi, finalement. Voilà. Et la deuxième question moins sérieuse. Le communiqué du Kremlin a assuré que lors de cet échange de 3 heures entre Vladimir Poutine et Donald Trump, il y aurait un match de hockey organisé entre la Russie et les États-Unis dans les prochaines semaines. Ce que ne dit pas le communiqué de la Maison-Blanche. Bah, écoutez, je crois que c'est quand même, non, mais c'est dire le niveau de légèreté des communiqués quand même. Non, mais si vous voulez, ça, on cherche parfois le plus petit. Mais c'est Mishka qui a dit à Grishka, tiens, t'as qu'à écrire ça, puis en fait c'est des conneries, ou est-ce que je sais pas, parce que vous savez, le sport et Trump, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait dit un match de catch, mais puisque c'est plus son domaine. Mais le hockey, c'est peut-être aussi quelque chose qui l'intéresse. Donc oui, pourquoi pas. Ça fait partie de la diplomatie, on va dire, par d'autres créneaux. Et puis c'est une manière de voir. Et en fait, surtout, ce qui est très important, le hockey. Poutine est très intéressé par le hockey. C'est un de ses sports préférés d'ailleurs à une époque. Vous savez ce qu'on appelait son entourage, les fameux siloviki. On voyait le positionnement, on va dire, du politburo, puisqu'il n'y en a plus de politburo, mais des hommes de Poutine en fonction de la place qu'ils avaient au moment où Poutine regardait des matchs de hockey. Alors, Emmanuel Macron est à Berlin. Il s'exprime en ce moment sur ce coup de fil entre Trump et Vladimir Poutine. Il dit qu'il faut rester aux côtés de l'Ukraine. Le président du Conseil européen vient de dire que la menace russe concerne tous les pays européens. C'est une question qui est en miroir avec cette interview assez choc, j'allais dire, du président de la Douma dans Valeurs Actuelles de cette semaine, Piotr Tolstoï, qui va, j'allais dire, à la russe, parce que quand on évoque la question qui avait été avancée par Emmanuel Macron de mettre des troupes au sol après, comme une sorte de soldat de la paix, une sorte de casque bleu, mais de l'Union européenne, vous avez quand même Piotr Tolstoï qui dit, y compris jusqu'à l'éventualité, comme j'ai déjà dit à vos collègues, de devoir accueillir à Orly des cercueils de soldats recouverts du drapeau tricolore. Oui. C'est pas la première fois qu'il le dit, Tolstoï. Non, mais bon, ça fait froid dans le dos quand même. Le problème, je pense qu'il y a un tweet beaucoup plus corrosif qui a été écrit hier par Dimitri Medvedev, qui lui est le porte-flingue de Poutine classique dans l'excès, mais qui permet justement au président de rassembler ou de rester en retrait. Et comment Medvedev explique à propos des Français et des Anglais qui veulent envoyer des troupes, parce que c'est ça, cette vraie question, que si les Français et les Anglais, que si troupes d'interposition il y a un jour en Ukraine, ça ne peut être en aucun cas ça ne pourra être en aucun cas des troupes provenant de pays de l'OTAN. Et comment Medvedev, je termine, dit, si vous y allez, l'OTAN entrera en guerre contre la Russie. Et il rajoute à la fin de son tweet, il dit, mais avant de faire quelque chose, consultez Trump. Régis Le Sommier est notre invité 19h27 dans Europe 1 Soir. On revient sur ce sujet dans un petit instant. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec le directeur de la rédaction d'Omerta, Régis Le Sommier, qui commente ce coup de fil entre Trump et Poutine, commenté également par Emmanuel Macron, qui dit à l'instant à Berlin que le cessez-le-feu doit être vérifiable et les Ukrainiens autour de la table, et qui annonce également une poursuite de l'aide militaire à Kiev. Et là, tu as envie de dire, mais non, justement, oui. Poutine demande l'arrêt de l'aide à l'Ukraine pour pouvoir faire ce cessez-le-feu de 30 jours. Comment est-ce que ça peut marcher, tout ce schmilblick ?
Écoutez, c'est le problème d'Emmanuel Macron. Il me semble à chaque fois, quand il s'exprime, que ce soit alors pour le réarmement de notre pays, ça, on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il est nécessaire qu'on le fasse et qu'on a trop attendu. Ça, c'est clair. Les Allemands aussi l'ont compris. Ils ont voté un budget faramineux maintenant pour leur armée, eux qui étaient très réticents. Donc ça, il y a eu une sorte on va dire, d'effet Trump sur les Européens. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Enfin, moi c'est cette espèce de volonté, à la fois chez Keir Starmer et chez Emmanuel Macron, de pousser vers l'envoi de troupes. Alors c'est pas la première fois, hein, ça remonte à février dernier, où déjà Emmanuel Macron avait expliqué qu'il y avait plus de ligne rouge, que, dixit le journal Le Monde, que je cite, je vais devoir envoyer des gars à Odessa, avait-il dit. Donc il y avait eu à l'époque un tollé, et Vladimir Poutine avait parlé d'une confrontation nucléaire en expliquant que ça pouvait arriver. Bref, une montée des tensions. Et là, on sent qu'il y a à nouveau, Emmanuel Macron dit, oui, on va envoyer des troupes dans le cadre d'un processus de paix. Et de l'autre côté, vous avez le Britannique qui lui aussi veut envoyer des troupes. On a l'impression d'ailleurs que Keir Starmer ne parle que de l'Ukraine. Moi, je ne sais pas si quelqu'un a entendu Keir Starmer parler d'affaires qui concernent les Anglais, mais à chaque fois qu'on entend parler... Emmanuel Macron aussi. Oui, c'est quelque part, oui, mais Emmanuel Macron, il a une excuse, c'est-à-dire qu'il a son gouvernement. Il a un Premier ministre, Keir Starmer, voilà. Il a des ministres. Il est le Premier ministre, Keir Starmer, mais il ne parle... Il va laisser parler Charles III. Oui, bon, en fait, c'est quand même assez étonnant, et je pense qu'il y a une sorte on marche à contre-temps. On veut envoyer des soldats. On sait que les Russes, on fait partie de l'OTAN, donc on sait que si on envoie des soldats, même pour garantir quoi que ce soit en Ukraine, on franchira un seuil et on sera co-belligérant. C'est toute la base, j'allais dire, ou le début ou la genèse du conflit. Parce que tout à fait. Au départ, en 2014, c'est parce qu'on a mis des soldats tout autour de l'Ukraine. Mais bien sûr. Et des bases militaires, celle de Ramstein, celle de Rzeszów, etc., en Pologne. Pareil. Écoutez Emmanuel Macron qui s'exprimait à Berlin il y a quelques minutes. Les dernières discussions vont dans le bon sens et nous voulons en effet un règlement solide et durable pour l'Ukraine et pour la sécurité en Europe. Les premières étapes se mettent en place, mais l'objectif doit rester le même. Avoir un cessez-le-feu mesurable et vérifiable, pleinement respecté. Lancer des discussions de paix détaillées et complètes qui permettront d'avoir une paix solide et durable et les garanties qui vont avec. Cela reste notre objectif et évidemment cela n'est pas concevable sans que les Ukrainiens ne soient autour de la table. C'est là aussi avec constance que nous avons défendu. Monsieur Goldnadel, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Non mais une question presque de béotien. D'abord, personnellement je ne crois pas du tout à la possibilité de voir les Anglais ou les Français envoyer contre la vie de qui que ce soit des troupes en Ukraine. Les Français sont contre d'ailleurs. Oui, mais non, mais trois quarts des Français. Je crois pas, absolument pas. Non, mais alors par contre, sur le terrain, dites-moi si je me trompe. J'ai l'impression que Trump ou pas Trump, l'affaire est tellement maintenant mal engagée sur le plan militaire pour Monsieur Zelensky que je ne vois plus l'intérêt de Monsieur Poutine, qui ne se caractérise pas par la modération, même s'il voulait faire plaisir à Trump, de faire le moindre effort. Est-ce que il est possible, sur le plan strictement militaire, compte tenu du fait que les Ukrainiens maintenant ont du mal à trouver des soldats, est-ce qu'il est possible que tout d'un coup, cessez-le-feu ou pas cessez-le-feu, l'Ukraine ne finissent par complètement céder le terrain jusqu'au bout? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Régis Le Sommier. Alors, vous avez entièrement raison sur le fait que le timing n'est pas bon pour Poutine. Il eût beaucoup mieux valu que l'Ukraine, que la situation qu'il vit actuellement sur le terrain, que les Russes connaissent sur le terrain, soit à l'époque où Biden était au pouvoir. Ça, c'est certain. Maintenant, oui, il y a des risques d'effondrement. On a vu à Koursk, par exemple, que l'interruption de la fourniture du renseignement américain aux Ukrainiens les a quand même quelque peu rendus aveugles sur certaines positions. Vous savez, le fameux IRS que partagent les Américains avec leurs alliés, qui est un système de surveillance de grandes oreilles extraordinaire. Excusez-moi, attendez, même si ça continue, même si les Américains décident d'envoyer encore des armes, est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque d'effondrement? Il y a un risque d'effondrement. En tout cas, pour le moment, ce qu'ont repris les Russes juste après Koursk, c'est le grignotage. Le grignotage parce que leur objectif est de détruire l'armée ukrainienne. C'est pas tellement... Alors,
en ce moment, ils ont un tempo opérationnel beaucoup plus rapide. C'est-à-dire qu'au mois de mars, on est le 15 mars, on est combien? Le 17. On est le 18. On est le 18. Le 18 mars, ils ont pris quelques 300 km² d'Ukraine. En février, ils en avaient pris quelques 300 km². Donc, si vous voulez, c'est pas beaucoup, mais c'est pas tant ça qu'ils visent. Ils visent à détruire l'appareil militaire ukrainien, y compris avec les fournitures d'armes. Là, ils se sont donnés à cœur joie à Koursk quand les Ukrainiens ont reculé. Énormément de matériel occidental a été abandonné, des Cosaques, des Strikers, des véhicules ultra performants qui ont été laissés aux Russes. D'ailleurs, les Russes se sont empressés d'en récupérer certains qu'ils vont montrer dans une parade le 9 mai prochain pour les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est certain. Donc si vous voulez, aujourd'hui, ils ne sont plus à Koursk, donc ils n'ont plus cette portion de territoire russe. Et pour ce qui est des fronts du Donbass, eh bien, on a recommencé le grignotage avec le risque que, une fois les dernières forteresses, Pokrovsk, Toretsk, Sloviansk, Kramatorsk, qui sont les dernières forteresses ukrainiennes du Donbass, une fois qu'elles seront conquises, eh bien, c'est tout plat après. Et les Russes pourraient aller jusqu'au Dniepr et donc conquérir encore plus de territoire. Donc si vous voulez, quelque part, pour les Ukrainiens, pour les raisons, vous avez dit, d'absence d'hommes, le fait qu'on assiste à des scènes absolument horribles de jeunes hommes raflés dans la rue pour aller combattre sur le front, eh bien, pour que ça s'arrête, disons que ça montre bien toute la fébrilité de l'Ukraine aujourd'hui, qui est toujours capable de résister, si vous voulez. Mais ça ne durera pas éternellement, et les Russes peuvent faire une percée à un moment. Une dernière question très courte, avec une réponse courte, même si elle mériterait une réponse plus longue. En quoi est-ce que Trump a intérêt à réintégrer Poutine? Alors moi je le dis contre la Chine, parce que ça c'est une des vieilles obsessions qui remonte à l'époque de Nixon et Kissinger, le fameux voyage de Nixon à Pékin, en 72, dont on se souvient. Et voilà, pourquoi? Parce que la Russie et la Chine, la main dans la main, c'est une on va dire un adversaire de taille pour. D'ailleurs, vous remarquerez que Poutine, finalement, du coup, a aucun intérêt à suivre Trump dans cette réintégration. Si, parce que Trump n'a aucune intention de s'occuper de l'Europe. Trump dit inconsciemment aux Européens, débrouillez-vous avec Poutine quelque part. Il dit, débrouillez-vous avec l'Ukraine, rehaussez vos budgets d'armement, ça c'est ce que dit. Défendez-vous vous-même. Défendez-vous, parce que nous n'allons pas payer. Et en gros, il va rester 3 blocs. Les États-Unis, alors avec le Danemark, avec le Canada, on verra peut-être. En gros, la Russie et la Chine, il n'y a que ça qui compte, si vous voulez. Et donc, globalement, oui, Trump a tout à fait intérêt à réhabiliter Poutine, et il le fait d'ailleurs aux avantages. C'est quand même presque gênant, d'ailleurs. Merci beaucoup, Régis Le Sommier, de nous avoir éclairé ce soir.